Hello! Très contente de te voir aujourd'hui avec un bouquin que je te recommande qui est Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Alors je ne l'ai pas encore terminé, mais j'avais envie d'en parler comme peut-être une idée de cadeau de Noël, parce que vraiment on est en train de traverser une 4e vague en fait de volontaires, et là il n'y a pas trop le choix en fait. C'est la 4e vague de volontaires de l'humanité. Et alors ce qui est dingue en fait, c'est que Dolores Cannon, moi j'ai commencé à en entendre parler déjà en 2012. Et il faut savoir que 2012, c'était déjà un premier passage, en fait, une première époque. Et donc, on était aussi en année 5, hein, 2 plus 2 plus 1. Là, c'est les chiffres qui sont inversés, mais on était en année 5, une année de changement. Et j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour expliquer ce que tu vas traverser si tu me regardes. Parce que moi, depuis 2012, ça a énormément bougé. Quand je vois, voilà, ça va bientôt faire 10 ans. Et en 10 ans, en fait, j'ai vraiment fait une renaissance totale. En 2012, pour te donner un petit peu le contexte, j'étais chez Visa. Je travaillais pour une entreprise internationale qui a pour vocation de travailler, enfin de favoriser, j'ai envie de dire, les transactions financières. Et il faut savoir que Visa se prend des commissions à chaque fois que tu utilises ta carte bancaire. Donc je ne te raconte pas l'argent qui est généré là-dessus. Tu payes pour avoir une carte haut de gamme. Et en fait, tout est fait pour pas que tu utilises les services qui sont associés. C'est des millions de contrats d'assurance qui sont générés. Les banques, en fait, surtout en France, en fait, les banques payent Visa pour travailler en fait sur le marketing des cartes et faire en sorte que les gens payent des cartes bancaires. Sachant qu'avec ces cartes bancaires, en plus, à chaque fois que tu payes, eh bien, les banques gagnent de l'argent. Donc, je ne te raconte pas les millions, les milliards qui sont générés juste avec cette petite, voilà, ce petit morceau de plastique. Voilà. Donc, et de voir la dépendance, et plus ça va, et plus l'objectif est de te rendre dépendant en fait de cette petite voilà, on te la met dans ton téléphone, bientôt on va te la mettre sous la peau, parce que pendant ce temps-là, eux, ils génèrent de l'argent, et toi, en plus, en dématérialisant l'argent, on favorise en fait l'utilisation de l'argent. Ça a été démontré au niveau du cerveau, que évidemment, quand tu payes avec de l'argent, tu as la conscience. Là, au niveau de la carte, l'argent, elle devient transparent et elle n'a pas de valeur. On sait bien d'ailleurs que l'argent, que tout ce qui est transparent n'a pas de valeur. Eh bien, on parle aussi des émotions, et là, je parlais plutôt du côté positif, de tout ce qui est vibration haute, ouverture de cœur, côté, voilà, tout ce qui est beau n'a pas de, enfin, tout ce qui est transparent, tout ce qui n'est pas visible n'a pas de valeur. Et pour moi, une de mes intentions en faisant toutes ces vidéos et en faisant le travail que j'ai fait, c'est justement de redonner de la valeur à tout ce qui est invisible, mais qui est dans le côté lumière de la force, c'est-à-dire tout ce qui est la vibration de l'amour. Et l'enjeu, ça va être justement de voir, de comprendre que peut-être que tu fais partie en fait de cette première vague de volontaires, première, deuxième, troisième vague de volontaires. Les premiers sont arrivés sur Terre, donc dans les années 40-50. Et ensuite, il y a eu une deuxième vague dans les années 60-70 et la troisième vague donc, qui est maintenant. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanité
et un processus d'évolution. Et pour l'expliquer, c'est très intéressant de se baser sur la spirale dynamique. La spirale dynamique, alors je vais m'aider un petit peu de support parce que je connais pas je n'arrive pas à retenir les couleurs, mais en fait, ce qui est très intéressant de voir dans l'humain, c'est le côté fractal. Le chou-fleur est fractal, c'est-à-dire que quand tu regardes un chou-fleur, bah, tu vois voilà, la forme d'un chou-fleur, et quand tu regardes un mini chou-fleur, la petite boule là, un petit bouquet de chou-fleur, bah, il a aussi la forme d'un chou-fleur. Et ben l'humanité l'humain fonctionne comme ça, l'humanité fonctionne comme ça, c'est-à-dire que chaque humain est une représentation de l'humanité, fait partie du tout, et que on a une couleur particulière et à la fois, eh bien, on fait partie en fait de cette humanité. Et pour le comprendre, il suffit de regarder notre processus d'évolution déjà de quand on est et que quand on vieillit, et de voir que finalement l'humanité a traversé les mêmes dimensions, les mêmes types d'évolution. Alors, la spirale dynamique nous explique nous permet de comprendre que l'humain démarre au niveau survie. Donc, le niveau survie, c'est le niveau beige qui est en lien avec le principe de la sécurité. Donc, c'est le premier niveau en fait de l'humanité où on était en fait dans la préhistoire où là, bah, c'était chacun pour sa peau et en fait, le but du jeu, c'était de ne pas se faire bouffer. Et en tant qu'enfant, eh bien, déjà, quand tu nais, tu es dans ce niveau de survie parce que tu dépends en fait de tes parents. Tu es complètement innocent et si tu n'es pas nourri, si tu n'es pas protégé par tes enfants, par tes parents, tu meurs. Ce que l'on ne sait pas, ce que souvent l'humain oublie, c'est qu'il y a deux niveaux en fait de survie. Il y a la survie réelle, le fait de ne pas être nourri, de ne pas être protégé, et donc là, de vraiment se laisser mourir un enfant. Mais il y a aussi le niveau symbolique. Et le niveau symbolique, c'est un enfant qui n'a pas eu de lien maternel, qui a été mis par exemple sous couveuse et qui n'a pas été protégé en fait par son père. Donc si tu as connu de la violence dans le foyer, qu'il y a eu beaucoup de violence, que tu as eu une mère qui peut-être par obligation, n'a pas, ou par incapacité, parce qu'elle était trop jeune, trop ceci, trop cela, peu importe, mais qui n'a pas pu en fait te prendre dans les bras, qui n'a pas répondu à tes pleurs, alors il faut que tu saches, et c'est vraiment hyper important que tu l'entendes aujourd'hui, que tu as été au niveau symbolique, que tu es retombé au niveau de la survie. Et c'est ça qui fait que après, dans ton parcours, eh bien, ça va avoir des conséquences au niveau de ton cerveau, notamment au niveau de ton préfrontal. C'est ça qui va donner cette sensation d'insécurité permanente. C'est ça qui va te donner ce sentiment de ne jamais être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, et que tu vas revivre et revivre dans tes relations et te sentir une victime. Donc ça, c'est vraiment le niveau beige qui est vraiment fondamental. Si déjà à la base, tu n'as pas ça, eh bien, ça va être compliqué. Mais dans cette vidéo, tu vas comprendre le pourquoi tu as choisi, en fait, de t'incarner dans ce niveau de survie au niveau symbolique. Le deuxième niveau, c'est toujours en lien avec la sécurité. C'est ce qu'on appelle dans la spirale dynamique le niveau violet, qui est le côté vraiment tribal. Et là, c'est tout petit enfant, l'enfant a besoin vraiment d'être rassuré. Et si cette étape-là n'a pas été nourrie, c'est-à-dire que si l'enfant, quand il pleure, n'est pas protégé, s'il n'a pas en fait des rituels, comme par exemple au moment de s'endormir, on lui raconte toujours la même histoire parce que comme ça, il sait comment ça se termine. Il a vraiment besoin en fait de cette sécurité pour ensuite pouvoir faire cette étape de diffusion avec la maman en toute sécurité, justement, vers 7 mois. Et qui conditionnera d'ailleurs son ouverture au monde.
Et donc au niveau de l'humanité, c'est l'étape où on a commencé à se réunir en tribus, où on a compris que plus fort, eh bien, on pouvait justement mieux se protéger de l'extérieur. C'est le début des hommes des cavernes qui se regroupent pour faire face à l'adversité. Ensuite vient l'étape en fait de l'identité. Et là, on arrive dans un modèle rouge où là, il y a déjà beaucoup plus de gens dans la population, c'est 20% de la population. Et ça correspond au niveau en fait de l'enfance à 2-3 ans. 2-3 ans, c'est la transgression des règles. Mais oui, c'est vraiment, il y a des règles, papa, maman te dit de ne pas faire ça, mais toi, pour pouvoir justement faire l'expérience de ton individuation, montrer que tu es un être différent, eh bien, tu vas apprendre à transgresser les règles. C'est le côté petit rebelle, c'est ce petit enfant qui commence à dire non, qui piétine et qui fait comprendre en fait qu'il n'est pas d'accord. C'est l'étape de la colère. La colère, c'est la capacité à dire non, à l'affirmation de soi, à poser des limites et qui permet d'ailleurs, pour les enfants qui sont très très vifs en parole, qui permet aux parents de prendre conscience que « Ah, mais en fait, je demande à mon enfant de respecter des règles, mais est-ce que je les respecte moi-même ?» Et quelque part, c'est là où l'enfant commence déjà à devenir le maître de ses parents, puisque en mettant en évidence qu'il ne respecte pas les règles qu'il demande à l'enfant de respecter, eh bien, il permet à l'adulte de commencer à réfléchir sur lui, en fait. Et là, donc, il y a le grand impact, en fait, ce qui est super important, c'est de voir l'impact, en fait, de cette non-autorisation de la colère authentique et qui se transforme en syndrome de castration, d'impuissance, de frustration. C'est là où vient justement ce sentiment de frustration à l'intérieur de toi, parce que, en fait, quand un enfant à 2-3 ans n'a pas la possibilité d'exprimer la colère, parce qu'à l'époque, évidemment, ça ne se faisait pas, parce que ton père est très autoritaire et ne veut pas être mis à mal, en fait, ne veut pas voir, ne veut pas reconnaître en fait ses défaillances, souvent c'est le cas, hein. On use et on abuse de notre autorité, de notre colère, parce qu'en réalité, on ne veut pas se voir dans notre impuissance et dans notre incomplétude, et donc on fait autorité sur les plus petits. Et là, du coup, l'autorité va utiliser la honte, la dévalorisation pour pouvoir faire pression. Et ça va avoir de grandes conséquences, en fait, en tant qu'enfant, parce que cette étape, c'est aussi l'étape de l'énergie vitale. C'est le deuxième chakra. Tu vois qu'au fur et à mesure, en fait, des évolutions, on va aussi toucher les différents chakras. Et la frustration, elle dit, bah oui, j'avais le droit de m'exprimer et en fait, on me coupe la chic. Et c'est ce qui va faire que plus tard, eh bien, dans les organisations, les femmes notamment, parce que c'est souvent les petites filles en fait qui sont plus éveillées et qui ont une parole de vérité. Les femmes, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes, face à l'autorité, face au boss, ne vont pas oser en fait dire leur vérité parce qu'elles ont peur de se retrouver comme dans leur petite enfance face à une autorité qui va leur dire non en fait. Et elles ne se sentent pas dans leur puissance. Et ça va avoir vraiment beaucoup de répercussions. C'est l'étape justement où l'autorité fait, où on est vraiment dans l'abus de pouvoir, donc notamment au niveau de, c'est les organisations avec des dictateurs par exemple. Voilà, c'est ce qu'on a vécu au moment de la Seconde Guerre mondiale par exemple. Et puis ensuite, une fois qu'on va avoir vécu justement cet abus de pouvoir, eh bien on va connaître la deuxième étape de l'identité, c'est-à-dire l'étape bleue, entre 3 et 10 ans. Et là, quelque part, l'enfant va commencer à rentrer à l'école et on va lui dire, on lui fait comprendre qu'il est là pour réussir. Voilà, tu dois réussir ta vie et quelque part, ce qui va prévaloir, c'est le but, c'est l'objectif. Et souvent, la première des choses que l'on dit à un enfant quand il commence dans l'éducation nationale, c'est qu'il doit apprendre et il doit être meilleur. Et là, déjà commence, on va dire,
le côté dysfonctionnel en fait de notre société, ou plutôt que de lui apprendre à être un être éveillé, d'être en relation avec les autres, d'apprendre le côté social, et surtout pas en fait de rentrer dans ce rôle d'autorité. Eh bien on lui dit qu'il doit respecter des règles. Et le plus important, c'est, voilà, et ça va être le début de la récompense et de la punition de respecter les règles. Si tu rentres dans le moule, alors tu vas avoir une image, et si justement tu n'es pas d'accord, si tu commences à faire valoir ton autorité, que tu commences à te rebeller, alors du coup tu vas être puni. Et le problème, c'est que selon, encore une fois, à chaque fois, c'est par étage, hein, selon si tu as pu justement être entendu dans ta colère, eh bien, la fameuse castration va se rejouer, en fait. Ça va faire de toi un gentil mouton. Pour les bleus, c'est parfait, en fait, parce que du coup, tu vas commencer à rentrer dans un système où eh bien, il y a ceux qui définissent les règles, il y a l'autorité, voilà, le professeur, le boss, les parents font office d'autorité, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, en fait, on voit bien que les règles sont considérées comme intangibles, en fait, et ça va amener, en fait, eh bien, des faussaires, de prendre des masques. Tu vas choisir de prendre un masque parce que en réalité, tu n'as pas le choix, tu crois que tu n'as pas le choix de respecter les règles. Et c'est là où la femme, notamment, se transforme en gentille petite fille, voilà, pour faire plaisir. Et le problème, c'est que dans cette vision bleue, qui représente aujourd'hui 30% de la population mondiale, il faut bien le comprendre, et puis alors aujourd'hui, qui est vraiment mis en exergue, hein, aujourd'hui, on te fait croire que c'est comme ça et c'est pas autrement, et qu'en plus, on voit bien le côté manipulateur. On dit à ceux qui ne respectent pas les règles que ce sont les coupables, en fait. Si jamais eh bien, la maladie se développe, eh bien, ça sera de ta faute. Et là, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'on retrouve le pouvoir de la religion en fond, en fait, parce que dans la religion, la mort est vécue en fait comme la mort, le paradis. Le paradis, tu retrouveras le paradis si justement tu as passé une vie où tu as respecté les règles. Si tu as servi la religion, si tu as été prié, si tu as fait ci, si tu as fait ça, alors si tu as été un gentil petit chien, alors du coup peut-être que tu vivras au paradis. Voilà un petit peu la vie qu'on nous présente en tant qu'humain. On te dit que en réalité, plus tu vas te soumettre et que tu vas rentrer dans l'esclavage, eh bien plus tu vas être destiné à vivre une vie au paradis. Ouais, sauf que comment le savoir ça en gros, le message en fond, ça va être: il faut que tu acceptes de souffrir pour gagner ta vie, et il faut que la confrontation à l'autorité est vue vraiment comme la pire la remise en question en fait de l'ordre. Et donc forcément tu vas te faire rejeter si tu ne rentres pas en fait dans le moule, si la confrontation et tout de suite on va te renvoyer que tu es le méchant, que tu es celui qui justement en réalité, tu es celui qui met à mal en fait l'autorité, qui se rebelle contre l'autorité et qui renvoie en fait les incohérences en fait de l'autorité. Et là, le plus important, c'est de rester droit, parce que c'est compliqué en fait, surtout quand tu n'as pas eu l'autorisation en tant qu'enfant de manifester ta puissance devant ton père ou la mère, hein, parce que la mère peut être violente aussi, parfois c'est même les deux. Eh bien ça va être très compliqué en fait d'aller
contre en fait les règles, parce que en réalité tu vas avoir l'impression d'être prisonnière. C'est plus fort que moi, bah oui, je vais me faire vacciner parce que en fait j'ai pas le choix. Et là c'est vraiment, on va tomber dans cette notion de je n'ai pas le choix. Maintenant je n'ai pas le choix que de travailler, je n'ai pas le choix parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et en réalité toute la construction de l'humanité a été faite selon ce principe. Mais ce principe-là, ce n'est pas un principe divin, c'est un principe de l'humain qui a été complètement tordu. Ça date de la révolution industrielle, parce que en fait, en posant, en fait, imposant ces règles-là, eh bien, on a transformé les gens comme des esclaves. Il y a plusieurs, tu as dû déjà entendre parler de ces expériences, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, une expérience où quelqu'un qui a une blouse blanche demande à quelqu'un de faire souffrir un autre avec des décharges électriques. Et même si l'autre fait semblant, c'est des acteurs, de souffrir le martyre, eh bien parce que en fait l'autorité, celui qui est en blouse blanche, qui est censé être un médecin, qui sait ce qu'il fait, eh bien on est complètement ébloui, aveuglé par l'autorité, et on n'est plus en lien en fait avec l'émotionnel de notre prochain. Et ça c'est vraiment hyper important de voir à quel point depuis ta tendre enfance, tu as oublié en fait d'être un humain, d'être en lien en fait avec tes émotions. Et alors, l'étape d'après, eh bien, c'est l'étape de l'obtention de la satisfaction. Et là, elle représente aujourd'hui 30% de la population. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que le gouvernement joue, parce que c'est la période de l'adolescence. Et là, clairement, l'adolescent, lui, il a comme objectif de profiter de la vie. Ben ouais, c'est bon, il y en a marre, en fait, des règles. C'est bien beau, les règles. Mais quelque part, d'ailleurs, les règles, qu'est-ce qu'on te fait croire, en fait, pour te permettre de devenir un esclave du travail? On te dit qu'il faut que tu gagnes ta vie et qu'il faut que tu gagnes ta vie pour en profiter, pour profiter de tous les loisirs qui te sont proposés par la société. Donc, c'est la carotte, c'est la récompense. Si tu gagnes de l'argent, alors du coup, tu as le droit de profiter, d'aller au restaurant. Et c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui avec le fameux petite chose là qu'on nous met, en fait. Et donc, le truc, c'est que comme on va te dire, bah, il faut que tu te fasses, que tu passes par le pass pour profiter justement de ta vie. Et ça te donne quoi, en fait, comme compréhension? Que, en gros, tu n'es pas un être qui profite de la vie. Tu as besoin de l'extérieur, tu as besoin d'aller au restaurant, tu as besoin d'aller voir des cinémas, d'avoir des tas, en fait, de diversion extérieure pour pouvoir avoir le sentiment d'être vivant. Voilà, en fait, le message, le bourdonnement, en fait, que l'on nous répète, que l'on nous fait croire que, en réalité, tu n'es pas la joie, il te faut quelque chose, il te faut toujours des stimulations extérieures, le sexe en est une, voilà. Donc, et c'est ça, en fait, le drame actuel, c'est que l'humain a oublié que le plaisir, il est à l'intérieur de lui, que l'extase, il peut le trouver en étant déjà lui-même, qu'en trouvant son propre chemin, en développant et en utilisant son énergie vitale, en donnant du sens dans une activité, une vocation de cœur à cœur, où il partage en fait des choses, des moments précieux avec ses semblables, mais il est déjà tout à fait complet, il n'a pas besoin de plus. Moi, je n'ai pas besoin d'aller au restaurant ou aller, même si évidemment ça m'arrive de m'hypnotiser devant une série Netflix, même si d'ailleurs en général c'est des séries qui me reconnectent, comme Atillé, que je te recommande, qui me reconnectent quand même à ma nature divine. Je pourrais vivre sans, en fait, juste en étant en lien d'ailleurs avec le tout, en fait. Je suis déjà reliée, je suis déjà parfaite, tout ça est déjà là, en fait.
Donc le modèle orange, lui, il est lassé justement de devoir respecter les règles que les figures d'autorité ne respectent pas, je te le rappelle. Il est lassé de souffrir de la peur d'être puni pour les fautes, et donc il est lassé aussi de la culpabilité. Alors il va se demander en fait comment profiter de la vie, et là il va justement commencer sa vie d'adulte. Mais le problème, c'est qu'il va le faire non pas en allant voir à l'intérieur de lui qui il est, mais il va céder en fait aux sirènes de la matérialité. Bah oui, d'ailleurs c'est ce qu'on dit bien, hein, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Eh ben je veux faire un travail où je gagne ma vie. On ne se pose pas la question de qui tu es, de ce pourquoi tu es fait, mais on te demande de choisir en fait voilà, une réussite. Et là, ça passe par la case des diplômes, avec l'espoir de la sécurité. Bah oui, si tu as des diplômes, donc il faut là encore que tu rentres dans un système avec des règles, avec des façons de faire, on te met bien dans des blocs, hein, on te remet encore dans une case, et il faut que tu respectes, dans lequel il y a des personnes, des sachants qui vont te dire en fait comment faire ce métier, même si leur façon de faire est complètement merdique, ils ont ce rôle de sachant, et du coup, on va te faire croire que si tu ne vas pas, en fait, si tu ne fais pas ce diplôme, alors du coup, tu n'auras pas l'opportunité, en fait, de gagner ta vie. Et donc là, on te fait croire que c'est du gagnant-gagnant. Mais en réalité, c'est plutôt du gagnant-perdant parce que tu ne vas pas, tu ne profites pas, on te donne pas ce rôle, en fait, de leader. On te fait rentrer en fait dans un système, tu obéis. Donc là encore, on est dans le dominant-dominé. Il y a ceux qui sont des détenteurs en fait du système. Voilà, tu dois rentrer, tu veux être infirmière, et ben du coup, tu rentres dans un système où les malades en fait ne sont que des numéros, où tu vas devoir fonctionner comme ci, comme ça, même si toi, au fond de toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Et là, le film qui est vraiment la représentation de ça, c'est le Loup de Wall Street, qui te montre en fait que, bah oui, c'est l'argent à tout prix, mais on est complètement déconnecté encore de notre humanité et on ne se rend pas compte, en fait, on ne remet rien en question. C'est vraiment, voilà, le but du jeu, c'est de gagner sa vie. Et on rentre en fait dans un système, voilà, sans remettre en question les choses. Et au bout d'un moment, quand on voit que ce truc-là, ça ne marche pas, et en ce moment, c'est exactement ce qui se passe, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent en fait dans les entreprises, qui cherchent en fait de nouveaux modèles, et là arrive le modèle vert, pardon, qui représente aujourd'hui peut-être un peu plus que 10% de la population, mais qui va consister à aller chercher l'harmonie à tout prix. Et alors là, on tombe dans l'excès inverse, qui est de tomber dans, alors c'est les excès de la spiritualité, c'est les excès aussi de tous ces courants, on va dire un peu d'écolieux, de co-construction, voilà, qui se veut vraiment éthique, et qui se veut surtout pas rentrer dans le modèle en fait de la construction, enfin de la croissance à tout va, mais où finalement on va voir qu'il y a les mêmes abus. Je discutais la semaine dernière avec un jeune qui fait une formation pour justement participer à des écolieux ou créer un écolieu. Et il fait une formation à plus de 2000 € dans laquelle on lui dit, eh bien, tu dois construire en fait un lieu alors que tu payes. Il paye une formation, on ne lui transmet pas en fait, il n'y a pas de cours, il n'y a pas vraiment de théorie, et on lui fait croire que, voilà, et on le met au travail, à contribution pour construire des lieux que les gens en fait vont profiter, qui vont profiter à certains. Et donc lui il se dit mais attends, moi j'ai pas payé pour faire de la main d'œuvre gratuite pour ceux qui le font, quoi. Enfin c'est un truc de ouf. Mais le fait de se manifester et de dire je ne suis pas d'accord, eh bien là encore, tu risques de passer pour le méchant, mais qui ne voit pas que en fait, le plus important, c'est d'être là, dans l'harmonie. Mais
là, à chaque fois, en fait, on tombe dans les excès inverses. L'harmonie, eh bien, c'est bien, mais quid de la parole individuelle? J'ai vécu ça, moi, il y a à peu près 6 ans, quand j'ai organisé un stage de gouvernance organique chez moi avec le formateur, Alexander, où, en fait, à peine arrivé, eh bien, il y avait une personne qui était, en effet, qui avait beaucoup de personnalité et qui commençait, en fait, à se rebeller. Et plutôt, en fait, que d'accepter la manifestation de ce qu'elle montrait au groupe, voilà, qu'il y avait des dysfonctionnements, peut-être qu'elle était plus sensible que nous, eh bien, le formateur a préféré l'éjecter en disant, en montrant que, en fait, elle était le trouble-fête, qu'elle troublait l'harmonie et que c'était pour son bien, en fait, qu'elle la virait. Mais le plus fort, en fait, c'est que j'ai vu à quel point, j'ai expérimenté à quel point, eh bien, moi, dans mon cerveau, ça a disjoncté, je ne savais plus. Comme en plus, je n'étais pas en capacité de discuter avec la personne qui avait été éjectée, j'aurais pu le faire, en fait, hein, j'aurais pu le faire. Mais en plus, ça se passait chez moi. Donc, j'étais, voilà, juge et partie. Et donc, du coup, j'ai laissé le doute à l'autorité, voilà, le formateur. J'ai préféré, en fait, laisser croire, en fait, en l'autorité, parce que ça m'arrangeait bien, parce que aussi, c'était plus confortable et c'est plus facile de se taire que de manifester, que de se rebeller, que de montrer, voilà, de se redresser. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. C'est qu'en réalité, voilà, que l'on soit contre le gouvernement ou pour, en fait, ceux qui sont complotistes, c'est la même sauce, en fait. C'est attention au côté, comment on dit, de soit être pour un parti à un autre et de ne plus être à l'écoute de ce qui est là à l'intérieur de soi, de faire son propre jugement. Peut-être qu'il y a un juste milieu, voilà, de voir les choses d'une manière un petit peu plus justement initiatique. En tous les cas, moi, c'est ma vision de voir les choses. Il n'y a pas de bien et de mal. Nous sommes dans un théâtre où chacun joue son rôle et où justement le but du jeu, c'est de sortir en fait de ces rôles de victime, de bourreau, de sauveur et de trouver en fait de juste être en connexion avec notre perfection, notre divinité, voilà, notre raison d'être divine. Et pour ce faire, du coup, il y a besoin de passer par la reconstruction. Donc, c'est la première étape, justement, où on sort, en fait, des émotions négatives pour aller, enfin, expérimenter le côté positif de la vie. Et là, pour ça, la seule voie possible, eh bien, c'est celle de l'expression de soi, d'accepter, en fait, de prendre position. Justement, mais pas aux dépens des autres, au respect du vivant, tout en continuant en fait à se sentir relié aux autres. L'humain se veut responsable et vraiment on va chercher l'autonomie, la souveraineté. C'est la fin des compromis, des compromissions. On peut faire des compromis mais pas des compromissions. On ne va pas s'oublier en fait au service d'une organisation quelle qu'elle soit. On va écouter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc là, on est en apprentissage permanent. Le jaune a conscience de l'état du monde désastreux et il est sensible aux autres en fait et il veut faire sa part de colibri. C'est d'ailleurs Buckminster Fuller en 1895, il est mort en 1983, qui a commencé à dire une chose que je trouve très puissante, qui est de se dire et si le succès ou l'échec en fait de la planète et des êtres humains dépendait de mon attitude et de mes actes? Quelle serait mon attitude? Et en faisant ça, en fait, on arrête de donner tout le pouvoir justement à ces gouvernements, à ces associations ou peu importe, et on fait vraiment ce chemin, ce que j'appelle moi le chemin du héros, qui est de dire, bon bah ok, je prends mon bâton de pèlerin, plutôt que d'attendre des organisations qu'elles soient alignées, plutôt que d'attendre de mes parents qu'ils soient bienveillants, eh bien je fais cette expérience en tant qu'humain. Et donc du coup là on est vraiment dans cette humilité d'expérimentation, on est notre propre laboratoire, on devient autonome, on fait des choix et le but du jeu c'est justement de se défaire de ce besoin de reconnaissance et d'amour extérieur, d'être amour et de ressentir vraiment d'être fier de soi,
Voilà, j'ose le dire, et ça, je sais que pour certains, oh non, mais on n'a pas le droit d'être fier parce que c'est égoïste. Bah si tu n'es pas fier de toi, si tu ne reconnais pas ta valeur, alors du coup, eh bien, il y a des chances que tu vas devoir dépendre de l'extérieur pour vraiment trouver cette essence à l'intérieur de toi. Et l'idée, c'est de devenir justement un leader inspirant, autonome pour les autres, et de pouvoir justement devenir une locomotive et pouvoir attirer à toi eh bien, des gens qui vont avoir à cœur de partager en fait ta vision. Voilà pour le modèle jaune dans lequel on est invité à aller. Et puis le dernier stade, c'est le turquoise. Et là, c'est vraiment le stade d'être amoureux de la vie, de vraiment faire cette expérience, d'être dans l'unicité, de prendre la conscience pleine de notre nature divine, de sentir et de faire l'expérience d'être non plus un corps, mais un esprit, une énergie, et que l'enjeu va être vraiment d'aller transcender en fait toutes nos peurs et de devenir vraiment co-créateur du nouveau monde, quitte à sacrifier en fait des parts de nous, des parts de l'ego. Là, c'est le sacrifice c'est la mort vraiment de l'ego pour vraiment aller nous relier, revenir à notre vibration d'être divin. Et alors ce stade-là, il est vraiment réservé justement à toutes ces personnes, en fait, voilà, ces êtres volontaires qui sont déjà des êtres divins et qui arrivent sur Terre justement pour faire cette expérience de l'humain, mais c'est leur première expérience d'humain. Et c'est pour ça que d'ailleurs, souvent, ces personnes-là ont l'impression d'être comme des extraterrestres parce qu'ils ne comprennent pas en fait le fonctionnement de l'humain. Pour eux, ils sont tout amour, ils font d'ailleurs souvent l'expérience de se faire abuser parce qu'ils ne comprennent pas en fait que les êtres ne sont pas dans l'amour, parce que dans cette dernière étape du turquoise, eh bien, on est vraiment reliés en fait au tout, on a conscience que on est tous interreliés et que seul l'individu peut sauver l'humanité en devenant conscient qu'il est l'humanité et à la fois qu'il est divin et de se reconnecter à sa nature divine. Le problème, en fait, c'est que justement, beaucoup d'êtres aujourd'hui, beaucoup d'humains ont oublié cette nature divine parce qu'elle est trop associée à la religion. Et là, il n'est pas question, en fait, de se dire, de repenser, de croire en Dieu, mais de voir que, en fait, nous sommes énergie et de prendre conscience que dans notre corps, en fait, même si, et ça, c'est la physique quantique hein, qui nous le dit, que nous sommes juste pure énergie. On croit que toute chose est une chose, mais la physique quantique nous dit bien que, en fait, tout n'est que énergie. Et que c'est la couleur que l'on donne à cette énergie qui va faire notre réalité. Alors là, on va rentrer vraiment dans la profondeur en fait, de la physique quantique, avec cette fameuse expérience des fentes de Jung, qui dit quoi en fait? Eh bien, elle nous démontre que le résultat en fait d'une expérience dépend en fait de l'intention de l'observateur. Autrement dit, et là c'est fait avec de la lumière, la question principale était de se dire est-ce que la lumière est onde et particule? Et le résultat de cette expérience nous montre en fait que en réalité la lumière elle est onde et particule. En fait elle est onde ou particule. Si tu veux voir que c'est une onde, eh bien, tu vas vivre que c'est une onde. Si tu vas croire que c'est une particule, c'est une particule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'humanité? Parce que tout ça, ça peut paraître très, très fumeux et très conceptuel. Eh bien, ça veut dire que si je veux voir que le coronavirus est un méchant virus et qu'on va mourir, alors du coup, je vais avoir peur de mourir et je vais me faire vacciner. Et là, je continue à être enfermée en fait dans une prison, dans des obligations, et je vais répandre d'ailleurs cette énergie de peur dans toute l'humanité.
Si au contraire, en fait, je me relie à mon être divin, l'être divin, il n'a pas peur, il est énergie, l'énergie, elle n'a pas de peur, en fait. Elle est complètement dénuée de toute émotion, et c'est bien ça notre enjeu, en fait, de sortir, en fait, de l'émotionnel. Alors, une hypersensible qui dit « Ah, quoi? En fait, la vie consiste à ne plus avoir d'émotions. » Mais oui, en fait, la vie consiste, enfin, l'expérience de faire la vie en tant que volontaire, je te le rappelle, c'est justement de faire l'expérience que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont que le reflet de pensée et de vision des choses. Alors évidemment, la joie, elle est quand même positive, mais le but du jeu, c'est d'être... là encore, les accords Toltec nous le disent, hein, ne rien prendre personnellement. Ça veut dire, bah non, en fait, je ne vois pas le corona comme un danger. Je vois le corona comme juste la manifestation de toute la peur, en fait, qui est aujourd'hui dans l'humanité. C'est ça, en fait, que je vois, ce que je vois de ma réalité n'est le reflet de ce que je crois à l'intérieur. C'est le reflet de mes croyances. Donc, si je crois, si je vibre la peur, alors du coup, forcément, je vois le coronavirus comme quelque chose de dangereux. Mais si je vibre l'amour, si j'ai confiance, si j'ai fait ce travail justement initiatique, en fait, d'aller retrouver en fait ma part divine, de me redresser en fait et de sortir de ce rôle de victime ou de sauveuse, alors du coup, je vois que je suis toutes les possibilités. Alors c'est à moi de choisir. Qu'est-ce que je veux être? Bah, moi, je préfère voir que l'amour est possible. Et donc, du coup, je vais œuvrer pour cet amour. Ok, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'humain, justement, pour sauver cette planète-là? Quelle est ma contribution? Et là, bah, c'est ça, en fait, qui a fait un jour que j'ai décidé, non plus de travailler pour ces boîtes-là qui faisaient que de la merde et qui nous enfermaient, en fait, dans un schéma qui ne me convenait plus du tout, où je voyais que en fait, les valeurs n'étaient pas du tout les miennes, de en sortir pour me dire, bah, ok, comment je peux prendre mon petit bâton de pèlerin et quelle contribution je peux faire. Et pour moi, ma contribution, c'est justement de rendre les humains conscients, de permettre à voir les choses autrement et de les sortir en fait de cette prison, de ce « je ne peux pas faire autrement » parce qu'en réalité, tu as toutes les possibilités. C'est juste ton mental, c'est juste voilà l'autorité, ton enfermement à cette vision de l'autorité qui te rend prisonnière. Mais en réalité, eh bien, moi j'ai fait l'expérience que quand je m'autorise à pouvoir devenir indépendante, eh bien, en réalité, ça fonctionne. Le chemin s'ouvre à moi, je suis guidée et je suis vraiment protégée, quoi. Et là, je fais l'expérience du turquoise, de ce côté interrelié. Je fais l'expérience que la vie devient un miracle, que je deviens, moi, une magicienne à chaque moment, en fait, de ma vie. C'est à moi, en fait, de décider, est-ce que je veux voir cet homme comme celui qui me rejette, ou est-ce que je vois juste le fait qu'il me rejette comme le reflet que je mérite, en fait, que je ne mérite pas l'amour, que je mérite d'être rejetée, et donc comme une répétition simplement de mon enfance, et donc une opportunité de prendre soin, en fait, de cet enfant à l'intérieur de moi, qui prend vite le contrôle, hein, par la réaction, la colère, la frustration, la tristesse, mais à chaque fois, en fait, que j'ai une manifestation qui arrive, en fait, eh bien, ce ne sont juste que des enfants à l'intérieur de moi, des enfants blessés, qui prennent le contrôle. Et le chemin, justement, de la conscience pour arriver à devenir une amoureuse de la vie, c'est justement de prendre soin, d'être conscient, d'être observatrice, en fait, et de pouvoir guérir toutes ces parts de toi qui t'empêchent en fait de voir que tu es une héroïne, qui t'empêchent de l'expérimenter, de prendre des risques. Parce qu'en réalité, un enfant, il prend des risques. L'enfant, en fait, qu'on laisse faire ses expériences, il sent, il sait, il ne meurt pas, en fait, quand il prend des risques. Hein. Il est toujours soutenu et il a conscience. Et donc là, on est vraiment invité à faire ces expériences, de transcender nos peurs, pour faire
pour restaurer justement l'harmonie et puis pour vibrer cette énergie d'amour, pour rayonner cette énergie de lumière autour de nous, autour de soi. Et c'est ça qui va faire que, eh bien, on va se libérer au fur et à mesure des karmas. On va sortir des karmas qui tournaient en boucle, là, les karmas de souffrance, hein, et que toi, ta mission, elle est justement de prendre ton pied. Voilà. Et plus tu vas t'autoriser à prendre ton pied, plus tu vas voilà, guérir des enfants blessés, et bien plus les enfants joyeux et bien, vont rentrer dans la créativité. Et là, tu vas vibrer encore plus fort, encore plus grand, encore plus large. Et ouais, là, c'est génial en fait, parce que la société, du coup, va pouvoir changer. Si chacun, en tant qu'individu, eh bien, répare, en fait, reprend la pleine responsabilité de son parcours, voilà, et de voir, en fait, que, bah oui, il n'a pas eu tout ça, mais justement, il peut, c'est en lui, en fait, c'est à nous de réactiver les codes, les chakras, et de pouvoir, voilà, de devenir cette reine, voilà, telle qu'il est aussi présenté dans la Kabbale. Voilà, en fait, le chemin, en fait, de l'individuation, en fait, qui nous est demandé de reprendre pleinement conscience, de réparer justement toutes les étapes qui ont loupé. Et il ne suffit pas juste de dire je réharmonise les chakras juste en faisant tourner des trucs et en faisant de l'huile essentielle. Non, ça ne marche pas, j'ai essayé. Tout ce qui est juste tapoting et tout ça, pour moi, c'est bien pour nettoyer en surface, mais on retombe dedans, en fait. Le seul chemin possible, c'est vraiment de replonger, d'être observateur, de comprendre en fait de ce qui s'est joué et de libérer en fait les enfants. Et ça passe vraiment par le côté émotionnel, vibratoire, pour activer justement de nouvelles énergies. Alors, si ce chemin-là te tente, que tu veux t'offrir un magnifique cadeau d'anniversaire de Noël pour démarrer l'année 22, qui va être une année vraiment décisive, là, tu peux regarder sur les réseaux, tout le monde le dit, ça va être une année décisive où justement on va te demander de prendre un choix. Et donc là, justement, de jouer cette période de l'adolescent, de dire qu'est-ce que tu veux, parce que qu'est-ce que tu veux faire le choix et quel sacrifice tu es prêt à faire justement pour pouvoir vivre ce que tu veux. Parce qu'un adolescent qui dit ta gueule à ses parents, mais qui lui demande quand même, qui vit quand même au crochet des parents pour pouvoir être autonome, ça ne marche pas. C'est pas un adolescent libre en fait. Il vit toujours au crochet. L'objectif, ça va être vraiment de l'aider en fait à vraiment voler de ses propres ailes et à sortir en fait de la dépendance d'un système qui ne te correspond pas. Si tu es contre en fait ton père qui t'a tabassé toute ta vie, tu vas pas lui redemander de l'argent. Et bien c'est pourtant ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire en fait il y a 4 ans quand je me suis retrouvée voilà, en difficulté financière. Et à l'époque, j'étais très en colère en fait contre mon père parce que voilà, je lui disais mais quand même, il a plein d'argent, il ne veut pas m'en donner. Et au niveau initiatique, eh bien j'ai compris qu'en fait ce père-là me voulait de bien parce qu'en réalité, il m'aidait à faire l'expérience, d'aller au bout en fait de mes idées. Et oui, de vendre cette maison. Et finalement, j'ai reçu plein de cadeaux en fait. Mais si mon père m'avait dit oui, je te donne de l'argent, je n'aurais pas pu faire cette expérience d'aller au bout en fait de mes idées et de me libérer complètement en fait de cette dépendance financière. Et donc quand on voit que la vie finalement nous veut du bien à tout moment, c'est bien plus joyeux en fait, c'est à chaque moment de la vie on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter comme cadeau la vie, et on devient vraiment magicienne, on devient créatrice d'une humanité, waouh, un truc de ouf quoi. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de te partager en cette fin d'année pour t'inciter à rentrer dans une aventure différente en 2022 et à prendre les rênes de ta vie, voir que en fait, oui, tu n'es pas complètement libre, même si tu le crois, que tu es encore certainement dépendante voilà, d'un CDI, d'un mari, d'un je sais pas qui, et que notre enjeu, ça va être vraiment de faire l'expérience de cette indépendance et de devenir pleinement souveraine et de faire nos choix, de faire nos expériences, d'apprendre, de se relever.
Et ça, c'est merveilleux, en fait, en faisant ça. Je te souhaite de très belles fêtes. Je ne sais pas si je vais faire une autre vidéo prochainement. Mais déjà, aujourd'hui, je te souhaite vraiment une très belle fin d'année et à bientôt.